bien, deuxième partie de cette émission, nous allons parler de ce nouveau monde à venir, à quoi ressembleront, mais dans un futur plutôt proche, justement les nouveaux usages en lien avec la 5G. On va revenir avec vous, Sébastien Kaiser, sur le domaine des transports, les enjeux de l'arrivée de la 5G pour vos clients et pour la gestion du trafic, peut-être un peu plus précisément. Je vais en prendre deux qui sont très opposés l'un de l'autre, néanmoins tout aussi intéressants. On en teste un à Rennes et qui n'est possible qu'avec un débit et une latence très faible, qui va être un agent conversationnel pour les clients, de la vidéo de très bonne qualité, interactive, enfin c'est un échange vidéo avec un agent de vente, qui vous permet au sein de cette application d'avoir des informations sur vos billets, si vous voulez échanger, si vous voulez réserver, le tout en temps réel, et qui en plus fait de la traduction simultanée multilingue. Donc il faut penser ce service aussi à destination de toutes les personnes, touristes ou non, qui ont besoin d'avoir ces effets de traduction. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est impossible en 4G pour des raisons de confort d'usage, de latence. Enfin, c'est voir un film complètement saccadé. Et donc ça, c'est possible en 5G. Et je pense que ça peut vraiment apporter un bénéfice en termes de service à nos clients. L'exemple diamétralement opposé, mais tout aussi intéressant, c'est la capacité à récupérer des données techniques venant des trains. Lorsque un train arrive, il est bardé de capteurs. Un TGV, ça doit être au moins 2000-2500 capteurs, et donc c'est des quantités phénoménales de données qui s'accumulent à mesure qu'il roule. Et aujourd'hui, la récupération de ces données du train, leur analyse et leur préparation pour la maintenance nécessite des temps qui sont relativement élevés et qui font que lorsque le train arrive dans un centre de maintenance, on commence déjà par faire de la recherche de panne avant de faire de la réparation. Donc là, on pourrait prévoir un peu plus. Exactement. L'idée, c'est le train arrive dans une gare, on récupère instantanément toutes les données qui sont disponibles, de sorte à ce que la chaîne de maintenance, elle soit plus à se dire mais qu'est-ce qui se passe, mais déjà à dire prête, quoi. On va se préparer à réparer et donc réduire les temps d'immobilisation, donc améliorer le service et donc la ponctualité du service pour nos clients. Alors si on élargit à toute la mobilité au-delà du ferroviaire, dans les airs, sur la route, sur la mer, qu'est-ce que ça pourrait changer ? Première chose, c'est la dynamique qu'elle va changer dans le sens où on va avoir besoin de développer ces logiques d'écosystème. Aujourd'hui, on a tendance à travailler de manière assez silotée, de façon peut-être un peu conservatrice. On aime bien faire ce qu'on sait faire déjà, etc. Avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, il y a des promesses technologiques, certes, mais il y a aussi des promesses de modèles d'opération, de modèles économiques qu'on ne connaît pas et qu'il faut définir. À ce jour, quel que soit l'opérateur et quel que soit le pays, ça c'est pas propre à Orange, c'est dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique de service clairement établi autour de la 5G pour les industriels. Il nous faut industriels et opérateurs travailler ensemble pour définir ces modèles et en comprendre les limites. Et à partir de là, de voir sous quel délai et de quelle façon on peut inclure ces évolutions dans les services qu'on va apporter. Alors justement, est-ce que l'industrie, on le voit, elle n'est pas complètement prête, vous le dites, à faire face à ces bouleversements. Qu'en pensez-vous, vous, de votre côté, sur justement ces bouleversements à venir en lien avec la 5G ? On en a déjà un peu parlé. Et surtout, votre regard sur l'industrie en Europe. Est-ce qu'elle est prête à affronter tous ces bouleversements ? Je pense qu'on est à un moment historique en ce moment d'une possible, il ne faut pas la rater, une possible réindustrialisation du continent. Je ne vais pas parler que de la 5G, mais il y a un certain nombre de phénomènes qui se passent. Il y a un rattrapage des salaires. On voit déjà les salaires en Chine qui se rapprochent de ceux de l'Europe de l'Est. On voit également les technologies dites Industrie 4.0 qui permettent d'automatiser et de digitaliser tout en respectant l'environnement, qui ont une traction très très forte. Donc le modèle périmé qu'on va faire à l'autre bout du monde, un modèle unique, avec des très grosses quantités, on rapatrie tout ça avec une grosse empreinte carbone en Europe, ce modèle-là est périmé. Intéressant d'ailleurs, ceux qui ont révolutionné, un des premiers à révolutionner l'approche, c'est Zara, qui a dit, moi, 2 modes par an, c'est pas suffisant, je vais sortir de nouveaux modèles tous les 4 à 6 semaines. Si vous voulez faire ça, il faut forcément produire près du consommateur. Proche du consommateur. Et donc ils ont pris des parts de marché considérables en changeant les règles du jeu. Et c'est ce qu'on voit dans l'industrie de manière générale, où aujourd'hui les gens ne veulent pas acheter un produit, ils veulent acheter leur produit, donc il y a de la personnalisation. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir produire
de manière quel est le compétitive. lien entre la 5G J'y arrive. Ouais. Il faut pouvoir dire de manière compétitive en Europe, tout en respectant effectivement l'environnement, donc produire local. Et pour ça, c'est cette révolution qui doit nous amener notamment la digitalisation d'un côté, l'automatisation de l'autre. C'est là où on arrive à la 5G. C'est que quand vous voulez faire ça, et que vous voulez être à la fois du suivi temps réel, et puis avec des temps de latence très rapides, beaucoup de communication machine-machine, machine-to-machine en bon anglais, eh bien c'est une technologie tout à fait, qui a tout à fait sa place. Olivier parlait tout à l'heure de millions d'objets connectés. Toutes les technologies qui existent aujourd'hui, dès que vous massifiez, en fait, elles atteignent leurs limites. Donc il faut faire sauter un peu ce bouchon et pouvoir connecter un très très grand nombre de machines, d'objets, des capteurs. Il y en a 2000 ou 2500 sur un TGV. Il faut se projeter en disant qu'il y aura des capteurs partout. Et donc il faut des technologies qui nous permettent, déjà en évitant de leur mettre un fil à la patte, de pouvoir gérer toutes ces données, les analyser, les transmettre. D'où donc ça pourrait se faire la 5G. En Europe, justement, la fabrication. Oui, tout à fait. Je pense que là, on est vraiment à un moment où à la fois les progrès technologiques et les contraintes ou les enjeux environnementaux plutôt, et même les aspirations environnementales, font que c'est le moment, effectivement, pour se remettre à investir et y croire. Olivier Violent, alors si on élargit à d'autres bouleversements, quels sont peut-être les autres aspects de notre société qui peuvent être également boostés? Alors je pense à la santé, au service à la personne, à la domotique. La première chose, c'est qu'il va falloir être un peu humble. Sébastien le disait avant, c'est difficile d'imaginer l'avenir et tout ce que ce réseau va nous permettre de faire. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui prétend savoir ce qui va décoller en premier avec la 5G ou ce qui va être un grand succès, que ce soit dans le monde du B2B ou du B2C, j'aimerais bien qu'il soit dans mes équipes parce que moi, personnellement, j'ai encore des questions et je pense que j'en aurai au moment du lancement et même encore quelques années après. Mais je trouve ça sain. Par contre, pour comprendre ce qui peut potentiellement apporter de la valeur ou ce qui peut arriver rapidement, on a essayé d'évoluer dans un environnement ouvert. Donc on a regardé un petit peu les autres acteurs de l'écosystème, alors nos clients bien sûr, ils sont là avec nous aujourd'hui, mais également les startups et puis un certain nombre d'autres personnes qui s'intéressent à ces nouvelles technologies. C'est pour ces raisons qu'on a fait des concours avec des startups pour qu'elles nous apportent des concepts et qu'elles viennent les tester sur nos réseaux, notamment dans le cadre de nos villes pilotes, donc nos 5 villes pilotes qui sont actuellement ouvertes en France métropolitaine. Alors on l'a fait ancré localement dans certaines villes, parce qu'on a du tissu très intéressant localement, et on l'a aussi fait nationalement et même à l'échelle européenne pour n'oublier personne, avec un concours de start-up dont les lauréats ont été gratifiés lors du dernier salon Vivatech. On a essayé d'emmener le monde étudiant avec nous. On a fait des concours qui sont actuellement en cours pour que les étudiants en école de commerce, en école d'ingénieur et en école de design puissent imaginer le monde de demain et avec la 5G au milieu de ce monde de demain. Et puis pour des projets qu'on a pu identifier parmi des gens qui travaillent déjà avec nous ou des gens qui sont venus nous rencontrer, il y a un certain nombre de projets qui utiliseront la 5G qui sont accélérés aujourd'hui dans des structures d'accélération comme Orange Fab. Donc ça, c'est important parce que l'écosystème de la 5G, Orange va essayer de l'animer un peu pour en faire un succès, mais c'est vraiment un écosystème qui fera ce succès ou qui fera qu'on aura un succès moindre. Bien sûr, j'aurais pu parler d'industrie et puis parler de mobilité, mais les spécialistes sont autour de nous. Alors si je devais encore citer un cas où je pense qu'on va voir très très rapidement l'application de la 5G, je voudrais parler des villes intelligentes. Parce que on a parlé de 2500 capteurs dans un TGV, j'ai appris. On a parlé d'énormément de capteurs dans les usines, dans les villes intelligentes, dans les gares, dans les aéroports, dans les ports, dans les plateformes logistiques, dans tous ces lieux où il y aura des femmes, des hommes, des objets, tous connectés d'une manière ou d'une autre, tous en forte demande de services, on va partout avoir ce besoin pour améliorer l'utilisation de ces lieux. Pour les villes, on les souhaite plus agréables, plus attractives pour les touristes, on les souhaite remplies de services, on les souhaite éco-efficientes. Et finalement, travailler sur l'arrivée de la 5G dans les villes intelligentes, c'est pas apporter un réseau. C'est s'inscrire dans le projet d'un client ou d'une collectivité qui a des ambitions et puis voir comment est-ce que ce réseau peut se mettre au service de cette ambition.
Voilà, donc booster les applications aujourd'hui, mais en inventer d'autres. Complètement. C'est surtout comprendre le besoin, comprendre ce que nos clients, les entreprises, les collectivités ont comme soucis sur la table, problématiques à résoudre, et de voir comment la digitalisation peut potentiellement y répondre. Et puis si la 5G est un des outils pour y parvenir, c'est parfait. Si c'est un autre réseau et une autre technologie, ce sera parfait également. Vous voulez rajouter un point? Non, mais c'est un point qui est très important. On parlait tout à l'heure de potentielle réindustrialisation. Là, on parle du tissu économique ou du bassin de vie locaux. Il y a un point qui est très important, et SNCF, dans son rôle, de sa dimension d'aménageur du territoire, le pense régulièrement, c'est la réduction de la fracture numérique, de la fracture sociale et de la fracture numérique en particulier, qui est liée d'abord à un maillage territorial qui est imparfait, notamment au niveau de la connectivité. Or, de l'autre côté, on dit la 5G va apporter un bénéfice aux industries. Les industries ne sont pas à Paris intramuros. Donc, si on veut commencer à faire du développement de la compétitivité industrielle française, elle va se faire dans les territoires. Et elle va se faire avec de la connectivité. Et pas de la connectivité datée, mais la nouvelle. Donc on crée cette dynamique. Développement d'attractivité des territoires. Exactement. Et ce côté ouvert, ce côté avec l'éducation, avec les PME, pas que les startups, mais vraiment le tissu local, est vraiment déterminant dans la réussite demain de cette appropriation de nos nouvelles performances. Le territoire sera couvert par la 5G. Non, mais... Alors, comment vous dire ? Bien évidemment qu'un opérateur comme Orange va investir, et notamment investir dans la couverture du territoire. Et puis, les gens qui sont autour de ce plateau le savent bien aussi, il y a des endroits où on va parler de co-investissement, parce que couvrir une usine, un centre de production, un campus, c'est pas la même chose que couvrir un territoire. Et donc, pour aller vers l'indoor, pour aller vers des performances accrues, pour aller vers ce fameux slicing dont on a parlé avant, comme ça a pu être fait sur la 4G, il va y avoir des projets ensemble pour pouvoir répondre à ces exigences qui sont très très fortes en termes de couverture, mais également en termes de performance. Un sujet que vous avez déjà évoqué tout à l'heure, la voiture connectée. Alors justement, une illustration très concrète des applications potentiellement révolutionnaires de la 5G avec cette voiture connectée. Des premières expérimentations concluantes sont actuellement en cours. Regardez. Incroyable cet endroit, Arnaud. On a l'impression d'être comme ça, en plein cœur d'une mini-ville. On est où exactement ici ? Nous sommes sur les pistes d'essai du Tecmo, au centre du circuit mythique de l'INAS Montlhéry. C'est ici que nous faisons nos tests pour les véhicules connectés et les voitures autonomes, avec des partenaires comme Lutaxeram et Ericsson. Quel est l'enjeu de la connectivité pour les voitures de demain ? C'est de connecter les usagers de la ville avec les objets, les voitures, les piétons, les cyclistes, mais également le mobilier urbain. Est-ce qu'on peut dire que la 4G et la 5G, c'est vraiment un atout pour ces voitures ? Oui, parce que les véhicules font partie d'un écosystème plus large de transport intelligent qui fédère l'industrie automobile, les réseaux télécoms et les villes. Et nous testons chez Orange l'ensemble des cas d'usage à partir de l'évolution de la 4G et d'introduction de la 5G. Ici au Tecmo, quels sont les cas d'usage qu'on peut voir ? Là, on voit sur cette carte haute définition notre localisation précise. Donc ça permet de voir un piéton. Ça permet également d'avoir pour un véhicule d'urgence sa localisation et donc de le laisser passer. Une ambulance par exemple ? Une ambulance. Et puis aussi un véhicule qui serait arrêté sur le bord de la route et donc de prévenir des accidents. La connectivité apporte un temps de réaction court, une localisation précise. Donc c'est l'ensemble de ces ingrédients-là qui vont fluidifier le trafic routier et le rendre plus sûr. Quelle est la prochaine étape pour Orange ? Alors après les tests au Tecmo, nous passons grandeur nature entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg sur une centaine de kilomètres d'autoroute grâce à un projet européen. Bon, plein d'ambition. Merci pour ces explications Arnaud. Et la Croix électronique, c'était également présent sur le circuit. Tout à fait. Merci d'avoir montré ce petit film où nous sommes présents avec ce qu'on appelle des unités de bord de route qui permettent de faire les connexions véhicule à infrastructure. Le véhicule autonome est basé sur des connexions véhicule à véhicule et véhicule à infrastructure. Voilà, donc nous fabriquons ces UBR, unités de bord de route, à travers une société qui s'appelle Neavia, à l'intérieur du groupe Lacroix. Et donc l'idée, c'est d'équiper l'ensemble du réseau avec ces accessoires pour avoir on aura le même enjeu que la 5G, il faut couvrir le territoire.
Oui, donc il y a un lien effectivement avec la 5G pour ces voitures connectées. Ça représente vraiment, selon vous, l'avenir des usages de la 5G, cet exemple ? Je pense que quand on parle de révolution, c'est en fait une triple révolution parce que c'est le véhicule autonome, connecté et électrique, pas simplement le véhicule autonome. Donc ça, on le voit, hein, il y a de grosses turbulences en ce moment dans le marché automobile parce qu'il y a cette triple révolution qui entraîne de très très gros investissements, à la fois côté véhicule, mais également côté infrastructure. Un des grands enjeux sera le coût du véhicule. Le coût du véhicule est directement lié au coût de la batterie, et le coût de la batterie est lié à sa taille, et sa taille est liée au nombre de bornes de recharge que vous mettrez sur le territoire, par exemple. Donc il y a un vrai enjeu infrastructure, à la fois de couverture pour la connectivité, de couverture pour la recharge. La 5G, notamment par son temps de latence qui est, on l'espère, en dessous de 2 millisecondes, permettra donc de limiter les temps de freinage. Ce qui est essentiel, de réaction, ça c'est vraiment essentiel. C'est mieux pour la sécurité. Oui. Voilà. C'est justement pour vérifier ce genre de choses sur le terrain que nous avons des pilotes avec des industriels et sur les 5 villes dont je vous ai parlé. Pour tester tout Ouais. ça. Peut-être un regard sur cet exemple que l'on a vu, cette illustration. Oui, nous, ça nous intéresse beaucoup. Hein. À SNCF, on a quelques filiales qui font du transport, comme Keolis, par exemple. Et donc, forcément, tout ce qui va être ville intelligente, mobilité autonome, etc., nous intéresse au plus haut titre du côté bus et transport urbain. Et puis, on travaille effectivement sur les sujets de train autonome aussi, par ailleurs, où là, on est plutôt à penser la connectivité comme étant une boucle de rattrapage de l'autonomie du train dans son environnement, ce qui est un petit peu différent dans l'approche.